Vendredi 30 décembre 2016, mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Débutons par cette décision du ministre de la Santé publique, décision de fermeture d'un établissement de santé. Il s'agit de la clinique Niima de Niamey, une décision prise par le ministre à la suite d'une enquête administrative diligentée par le dit ministère au niveau de cet établissement. Les faits dans ce reportage de Hassan Saleh Mustafa. La clinique Niima est fermée depuis quelques jours sur instruction du ministre de la Santé publique sur la base d'un rapport de l'inspection dans ce groupe médical. Les raisons seraient que cette dernière est détenue par deux succursales, autrement dit, elle dépend d'un autre établissement financier. Bref, son promoteur est un agent de la fonction publique. Une aventure de faire réagir le syndicat unique de la santé et de l'action sociale SUSAS. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on reproche à la clinique Niima ou qu'est-ce qu'on ne reproche pas dans tous les cas. Si le ministère de la Santé est arrivé à mettre fin à l'exercice de cette clinique Niima, certainement, je dis bien certainement, il y a en tout cas des grèves qui ont été portées. Pour l'acteur de la société civile, c'est une discrimination à l'égard de cette clinique, car elle n'est pas la seule à être dans cette situation selon El Hajj Idi Abdou. La loi, c'est la loi. Normalement, si on applique la loi, on l'applique à tout le monde ou on ne l'applique pas. Donc, on devrait fermer tous les établissements, comme le rapport a indiqué de fermer tous les établissements illégaux qui ne sont pas réguliers. Donc, il fallait fermer tous les établissements. Mais on n'a pas fermé tous les établissements, on a fermé que Niima. Le problème ici, en dehors de la discrimination, normalement, un établissement privé sanitaire, l'autorisation pour exploiter doit précéder l'ouverture. Si l'État a laissé ça là, il a laissé les cliniques commencer à exploiter sans l'autorisation, c'est que maintenant ce qu'il peut faire, c'est juste maintenant de demander de donner un délai aux cliniques qui ne sont pas à règle de se conformer. Maintenant, en le faisant, on le fait pour tout le monde. Si la loi, c'est en fonction de la tête de client, là, ce n'est pas bien. Si réellement le ministère décide d'assainir le secteur, il faut élargir les inspections, propose le secrétaire général du SUSAS. C'est qu'il va falloir que ce travail continue à être exercé au niveau de toutes les formations sanitaires privées, je dis bien, que ce soit les cliniques, les cabinets, les salles de soins, ainsi que les établissements privés de santé qui sont en train de voir le jour comme de n'importe quoi. Quand vous prenez une région ou bien un département où il n'y a pas une capacité d'accueil pour les stagiaires, on ouvre des écoles de santé et privées, c'est pas normal. Et c'est là où nous avons en tout cas rappelé au ministère qu'il y a le devoir, selon notre protocole, d'ouvrir une école de santé publique dans toutes les régions du Niger. Cela va être en tout cas résolu. Pour El Hajj Idi, plusieurs interrogations se posent autour de la fermeture de la clinique Niima. Pourquoi le ministère a laissé des cliniques exercer sans autorisation? Pourquoi? Et pourquoi c'est maintenant, et pourquoi c'est la clinique Niima qui fait l'objet, et selon les informations dans le milieu, ce n'est pas là. Je venais même d'apprendre une information que c'est après la fermeture de Niima qu'une clinique a déposé son dossier. Et pourtant, c'est Niima seulement qui a été. Cette clinique elle ne fait pas de la charité, mais tout le monde sait qu'elle a une dimension sociale que les citoyens ont apprécié. Et maintenant venir manu militari, prendre possession de ces locaux, et que d'autres qui sont dans la même situation sont en train de fonctionner, il y a problème pour la République. Quelques jours après la fermeture de la clinique à Niima, les spéculations se multiplient à Niamey. Chacun y va de son commentaire sur les vraies raisons de la fermeture. Voilà, la télévision Labari a eu justement le rapport de l'enquête administrative qui a proposé donc la fermeture de cette clinique. Et voici les constats qui ont conduit à la proposition de décision de fermeture de cette clinique. Les constats sont, à l'issue donc de l'enquête, les manquements suivants ont été constatés. Le promoteur de la clinique médicale Niima, Dr Adakal Asuman, n'a ni autorisation d'exercice à titre privé, ni autorisation d'ouverture et d'exploitation d'un établissement privé de santé. Le même promoteur de l'établissement
Niima donc est un agent de la fonction publique. Il est médecin en service au Centre national de la santé et de la reproduction. Et enfin, la plupart des agents qui travaillent dans cette clinique, notamment ceux de l'État, ne disposent pas d'autorisation d'exercice à titre privé des professions de santé. C'est pourquoi donc les enquêteurs ont estimé que le promoteur de la clinique Niima est en violation flagrante des dispositions de la loi portant autorisation de l'exercice privé des professions dans le secteur de la santé et de son décret d'application. C'est pourquoi ils ont recommandé donc au ministre de la Santé publique d'infliger une sanction administrative exemplaire, c'est-à-dire la fermeture pure et simple de ces établissements de santé illégaux. Une autre fermeture d'un établissement scolaire, cette fois-ci qui fait polémique, c'est celle du CSP Bédir, le complexe scolaire privé Bédir. Nous allons en parler dans quelques instants. Juste le temps de noter que la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2016 du projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain, le PGRC-DU, s'est ouverte donc ce matin à la primature. Elle a été présidée donc cette deuxième session ordinaire du conseil d'administration, du comité plutôt de pilotage du PGRC-DU par le directeur de cabinet du Premier ministre. Le résumé de la cérémonie avec nos reporters Halil Vrema et Hariata Salah. Cette deuxième session du comité de pilotage du projet de gestion de risques de catastrophe et de développement urbain vise à examiner le bilan et la mise en œuvre de l'année 2016, examiner et approuver le programme de travail et le budget annuel pour 2017. Un projet dont la mise en œuvre a pour objet d'améliorer la résilience des populations nigériennes à travers des interventions sur des sites ciblés ainsi qu'au renforcement des capacités des structures nationales à répondre rapidement et efficacement aux situations d'urgence. La présente session est donc conviée pour examiner le bilan de la mise en œuvre de l'année 2016 et examiner et approuver le programme de travail et budget annuel 2017. Enfin, nous pouvons, si vous avez des questions diverses, échanger sur les points qui vous préoccupent. Ce plan de travail pour l'année 2017, en gros pour l'essentiel, des activités permanentes structurées autour des investissements pour la maîtrise des inondations, à travers notamment la réalisation des infrastructures de maîtrise des inondations, de drainage, d'irrigation, de réhabilitation des terres, ainsi que celles relatives au renforcement des capacités des structures nationales en termes de gestion des risques et de catastrophes. Ainsi, le montant prévisionnel de ce plan de travail et budget annuel soumis à l'appréciation du comité de pilotage est d'environ 24 milliards de francs CFA, dont plus de 98% seront consacrés aux investissements. Comme vous le constatez à travers le projet de budget examiné à la présente session, d'importants investissements sont proposés dans le but de renforcer la résilience de nos populations aux risques naturels. Ces investissements sont également appelés à avoir un effet positif sur la production agricole, principale source de revenus pour plus de 80% de la population nigérienne. C'est pourquoi les plus hautes autorités accordent une attention toute particulière à tous les investissements qui sont de nature à promouvoir la lutte contre la pauvreté et la protection des groupes les plus vulnérables. C'est suite aux inondations de 2012 que le gouvernement du Niger a initié et mis en place avec l'appui financier de la Banque mondiale et du Fonds pour les pays les moins avancés le projet de gestion de risques de catastrophes et du développement urbain pour la réduction de la vulnérabilité des ménages aux catastrophes naturelles. Voilà le PGRC-DU qui va justement aider dans l'assistance des populations victimes des inondations intervenues en 2016 dans notre pays. Il s'agit principalement des populations des régions d'Agadez et de Tawa. L'annonce a été faite cet après-midi par le ministre en charge de l'action humanitaire qui a présenté la situation des catastrophes enregistrées pendant l'hivernage 2016. Je vous propose de suivre le ministre de l'action humanitaire, Magaji Dada. On avait estimé à peu près à 105 000 personnes qui pourraient être concernées par ces inondations. Malheureusement, ça a concerné pratiquement plus de 145 000 Nigériens se sont retrouvés dans une situation de détresse due aux inondations. En plus de ces personnes,
qui sont repartis sur près de 19 800, à peu près 20 000 ménages. Nous avons également enregistré des pertes en vie humaine, malheureusement. Il y a eu 49 décès qui ont été enregistrés. Et il y a eu des pertes économiques, notamment plus de 55 000 petits ruminants, plus de 1200 puits maraîchers, des milliers d'hectares de terres de culture ont été ensevelis, emportés, dégradés par ces pluies-là. Parmi les différents dégâts que j'ai annoncés, qui ont concerné l'ensemble du Niger, il y a particulièrement la région d'Agadez et la région de Tawa qui ont fait l'objet de plus de dégâts. Ces deux régions vont avoir un appui au courant des 10 mois à venir, dès qu'on déclenche le MRI et que la banque accepte, à partir du jour où la Banque mondiale accepte le déclenchement, puisque nous sommes en train donc de faire ce point de presse, et en début janvier, tous les dossiers seront à la Banque mondiale. Donc, dès le jour où la Banque mondiale valide ce déclenchement-là, automatiquement, le projet des MRI court pour 10 mois. Donc, toutes les activités que nous avons programmées dans ces projets sont des activités qui peuvent être réalisées, finies, clôturées en 10 mois. Ce qui veut dire qu'au courant de l'année 2017, il sera déclenché, clôturé, au courant aussi de cette année 2017. Et c'est pourquoi donc, nous n'avons pas été vite en besoin pour déclencher tous les 5% du portefeuille de Banque mondiale de ces projets à contingence. Non, nous avons déclenché ce qu'on pourra faire, les priorités, les urgences, pour à peu près 8 milliards de francs CFA. Et nous osons espérer que, comme c'est la procédure d'urgence qui sera utilisée, les régions d'Agadez et de Tawa auront la possibilité, avant la campagne de l'hivernage à venir, à pouvoir réparer ce qu'on peut réparer dans l'urgence, dans le relèvement, afin d'éviter que la campagne hivernale 2017 ne vienne aggraver la situation des bassins versants, la situation des villes et la situation surtout des terres de culture. Voilà, le ministre de l'Action humanitaire, c'est bien M. Magaji Lawan. Le complexe scolaire privé Bédir est bel et bien fermé malgré l'affirmation des ministres en charge du secteur éducatif hier qui parlent plutôt d'un changement de dénomination de l'école. Les parents des élèves de cet établissement ont en effet reçu la notification comme quoi les établissements sont fermés à partir de demain 31 décembre 2016. Ils étaient cet après-midi face à la presse. Le résumé avec nos reporters Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Créé il y a plus d'une décennie, le complexe scolaire privé Bédir a durant toute son existence inscrit son nom en lettres d'or dans les annales de l'enseignement privé au Niger. Des prouesses que lui ont d'ailleurs reconnues les autorités du pays au rang desquelles le chef du gouvernement Brigitte Raffini. Cependant, malgré la reconnaissance de la qualité de l'enseignement dispensé dans cet établissement, le gouvernement a préféré sacrifier l'avenir des apprenants nigériens au profit d'une soi-disant coopération bilatérale en décidant de la fermeture pure et simple de Bédir en pleine année scolaire. Une pilule difficile à avaler pour les parents d'élèves de ce prestigieux établissement. C'est pas parce que le fondateur a des problèmes politiques dans son pays et que notre gouvernement va fermer l'école. Non. Nous sommes va fermer l'école. D'abord, nous sommes en décembre. Quel est le sort de la scolarité de ces enfants qui sont là devant vous? Quel est leur sort? Et dans la logique, nous ne sommes pas pendant les vacances aussi, il faut qu'ils le sachent bien. Et puis, si le gouvernement tient à l'école nigérienne, ce que je dois leur dire, si le gouvernement tient à l'école nigérienne, il ne doit pas accepter la fermeture de cet établissement. Le gouvernement nigérien doit imaginer une formule pour éviter la crise. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord que l'école doit être fermée. Il faut que le gouvernement sache. Il faut que l'État sache à qui il a touché d'abord dans ce pays. Nous ne sommes pas d'accord. Nous n'avons pas la possibilité d'envoyer les enfants à l'étranger. Dieu merci, ces gens nous ont aidés. Ces gens nous ont appris beaucoup de choses. Pas même à nos enfants, à nous les parents. Ainsi, les parents des élèves du Bédir disent ne pas baisser les bras et pour cela décident de continuer à mener le combat pour l'avenir de leurs enfants. Les parents d'élèves seuls ne peuvent pas arriver, mais nous allons à l'arrivée, Inch'Allah.
Je t'ai bien dit que même où que ce soit, nous irons porter plainte. Nous allons parler. Nous n'allons pas laisser cette affaire-là. Si ça continue de cette manière, c'est aussi l'ambassadeur turc. Il se met trop dans les affaires du Nigérian. Il faut qu'il sorte ses mains dedans. Et cette fois-ci, ils n'ont pas touché les Turcs, ni les élèves. C'est les parents des élèves. Les parents des élèves, nous sommes là. Et nous allons combattre où que ce soit. Un noble combat qui mérite l'adhésion de tous les concitoyens soucieux de l'avenir de l'école nigérienne et de la culture de l'excellence. Quant aux décideurs politiques, ils doivent revoir leur copie, car l'on ne peut sacrifier l'avenir des enfants de son pays pour des raisons de coopération avec un autre pays. Il n'y a plus d'électricité au niveau de l'arrondissement communal de Niamey depuis 48 heures, une situation qui met très mal à l'aise les agents de cette collectivité territoriale. Le point avec nos reporters Sadou Doumi et Asmaou Seydou. Bureau désert, peu d'ambiance, agents démotivés. C'est le constat qui se dégage au service d'état civil de l'arrondissement communal Niamey 1 ce vendredi. Il était 9h30 sur les usagers venus pour des questions de service sont en mouvement. Rien ne va. Toutes les activités sont bloquées dans ces bureaux. En cause, la coupure d'électricité par la Nigélec pour impayés. En effet, ce service totalise 2 factures qui ne sont pas encore réglées. La dernière est de moins de 20 000 francs, nous apprend une source de la mairie du 1er arrondissement. C'est dire que les grèves des travailleurs des municipalités sont de lourdes conséquences pour les agents qui accumulent 6 mois d'arriérés. Les services qui ne fonctionnent pas normalement et les usagers qui attendent toujours d'être desservis. La situation dans laquelle se trouve actuellement le service d'état civil du 1er arrondissement de Niamey, une situation peu honorable, une situation désolante, une situation lamentable qui doit interpeller les autorités municipales de la ville de Niamey. La saison sportive 2016-2017 de l'association sportive des forces armées nigériennes ASFAN a été lancée ce matin. Elle concerne tous les corps militaires et paramilitaires. A eu lieu donc ce matin à la place où le coup d'envoi a été donné. Le résumé avec nos reporters Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. C'est le chef d'état-major des forces armées nigériennes, le général Seyni Garba, qui a donné le top de part de cette foulée à laquelle ont pris part des officiers, des sous-officiers et des hommes de rang des forces armées nigériennes de la circonscription militaire de Niamey. Elle marque ainsi l'ouverture de la saison sportive 2016-2017 des fans. Elle constitue l'une des occasions de l'année où tous les corps militaires et paramilitaires se retrouvent autour d'un bien commun qui est le sport, tout en cultivant la cohésion et l'esprit des corps. Le sport est un préalable pour le militaire, autrement dit, toutes ces épreuves sont à 70% physiques. Le sport étant l'une des matières intégrantes de l'instruction militaire, c'est un devoir pour tout un chacun de maintenir et d'améliorer sa condition physique, d'où la nécessité d'organiser périodiquement le contrôle obligatoire de la valeur physique individuelle, autrement dit le COVAPI. Plusieurs objectifs sont visés à travers le sport militaire, notamment la cohésion entre les supérieurs et les subordonnés. À travers le sport, nous cultivons aussi la cohésion au sein des forces de défense et de sécurité. L'année qui vient de s'achever a vu, grâce à l'appui des autorités militaires, le bataillon de sport a pu organiser la 9e édition du championnat militaire d'athlétisme des forces armées nigériennes qui a vu la participation de 12 équipes des zones et directions après 10 ans d'interruption. Le sport est un domaine qui regroupe le sport de masse, comme celui d'aujourd'hui, qui a pour but de créer une cohésion au sein d'une structure militaire, le sport de combat permettant aux unités d'être opérationnelles et le sport d'élite nécessitant un suivi permanent. Je demanderai à cette occasion aux jeunes militaires de faire du sport un gage, car un militaire ne peut prétendre atteindre ses objectifs sans une assise physique.
Dans toute armée qui se veut efficace, le sport est primordial. Le top niveau que nous cherchons pour notre armée en matière de capacité opérationnelle ne peut être atteint sans pratique de sport à tous les niveaux. Ainsi, en match de levée de rideau, les officiers et sous-officiers en orange ont croisé le fer avec les hommes de rang en noir sur la pelouse du terrain du Kambagaji. L'association des anciens élèves de l'école, des anciens diplômés plutôt, de l'école des mines de l'Aïr et Maïr a décerné des trophées à plusieurs personnes qui se sont fait distinguer en cette année 2016 qui s'achève. Parmi ces personnes, le directeur général de la compagnie aérienne Niger Airlines, Abdelaziz Larabou. Le point avec nos reporters Sadou Doumi et Hassan Saleh Mustafa. Le travail bien fait finit toujours par être récompensé. Eh bien, le président directeur général de la compagnie Niger Airlines vient une fois de plus d'être distingué pour le travail bien fait, mieux pour sa contribution à la promotion du secteur privé nigérien. C'est l'association des anciens diplômés de l'école de mines de l'Aïr et Maïr qui a jugé utile de décerner un trophée à Abdelaziz Larabou, également ancien diplômé de cette école parmi tant d'autres. Aujourd'hui, c'est une fierté pour nous en tant qu'amicale des anciens élèves de l'EMAI de montrer que pour des gens qui ont été formés comme techniciens en mécanique, en électromécanique, en bâtiment travaux publics, en forage, en mine, aujourd'hui, c'est ces mêmes gens qui se retrouvent dans tous les plans sociaux, professionnels et culturels de notre pays. Donc, ceci n'est qu'une première édition qui emboîte le pas à l'appel du président de la République. Donc, c'est une fierté pour nous. Ils vont nous représenter dignement dans le pays et dans l'Afrique. Et vous allez voir, on a lu leur CV, on a parcouru, mais c'est difficile de cerner. C'est très lourd. Et personne ne saura personne ne peut imaginer combien ces gens sont très très importants pour ce pays. Un geste symbolique mais très significatif qui va droit au cœur du nominé. Une joie immense et un sentiment de satisfaction totale. Et si déjà les anciens camarades se réunissent pour vous honorer en vous décernant un trophée, ça prouve que effectivement ce que vous êtes en train de faire est sur le droit chemin, le bon chemin. C'est une marque de considération. On nous dit quelque part, continuez monsieur Larabou, ce que vous êtes en train de faire, c'est bon. Et sincèrement, je suis très content. Sincèrement, c'est une fierté pour moi, pour le pays, pour l'Afrique. Et plaise à Dieu, nous allons redoubler d'efforts pour continuer ce que nous sommes en train de faire dans l'intérêt de notre pays et de l'Afrique. Bon, Niger Airlines, nous l'avons mis en place effectivement pour qu'elle puisse faire la fierté du Niger. Et Dieu merci aujourd'hui, car elle est en train de le faire. Et la particularité, c'est que nous sommes en train de mettre le sérieux. Et Dieu merci, Niger Airlines, ce n'est pas seulement au Niger, mais même dans la sous-région, on parle de Niger Airlines. Et je profite de l'occasion pour vous dire, plaise à Dieu, cette année 2017 qui s'annonce, Niger Airlines se prépare pour aller à l'international. Plaise à Dieu, dans quelques mois, les drapeaux du Niger vont survoler l'Afrique de l'Ouest et centrale à travers la caravane aérienne du Sahel, notre compagnie. L'intervalle de 2 semaines, c'est pour la deuxième fois consécutive que Abdelaziz Larabou, à travers sa compagnie, a été honoré pour le travail bien fait. Récemment, c'était à Agadez par les jeunes de cette localité qui lui ont aussi décerné un témoignage de satisfaction pour sa contribution au développement de la région. Fin cet après-midi de la première édition du camp chantier des jeunes qui a regroupé pendant 3 jours environ 200 jeunes venus des 8 régions de notre pays. Ils se sont donc séparés dans la joie à la grande satisfaction du président du Conseil national de la jeunesse, Ali Oumarou, qui a initié donc cette activité. Le bilan il est très satisfaisant parce qu'au-delà de ce que nous avons prévu, d'autres actions ont été greffées à ce programme de la première édition du camp chantier des jeunes. Toutes les actions de développement communautaire ont eu lieu, le don de sang, le reboisement, la salubrité dans la ville, mais aussi à l'intérieur du camp, toutes les conférences thématiques sur l'extrémisme violent, les ODD et le dividende démographique. Mieux, nous avons même ajouté une thématique sur la chefferie traditionnelle, sur l'engagement politique des jeunes, où nous avons invité des jeunes députés pour amener la jeunesse à s'intéresser
s'intéresser à la politique. Donc nous sortons très satisfaits de cette première édition qui a été aussi une réussite grâce à vous, les amis de la presse qui nous ont aidés de manière bénévole, de manière gracieuse pour que la visibilité y soit. Donc vraiment nous sommes très reconnaissants, mais aussi les autorités, parce que le Premier ministre étant le parrain de l'événement nous a rendu visite ce matin et il était aussi dépassé de voir combien les jeunes de Niamey étaient engagés pour cette première édition. Donc nous ne pouvons que dire merci et puis vous promettre que nous n'allons pas nous arrêter à cette première édition. Nous allons sensibiliser nos jeunes pour que dans les communes, dans les départements du Niger, qu'il y ait chaque fois des camps communaux, des camps départementaux de jeunesse. Parce que, représentant plus de 75% de la population, nous avons l'obligation de donner un coup de pouce au développement de notre pays. Mais nous demandons aussi à ce que les autorités nous fassent confiance. Aujourd'hui, ce camp a été réalisé et réussi sans aucun encadrement. Ça veut dire que nous sommes matures pour organiser de tels événements. Donc nous demandons à ce que le gouvernement nous fasse confiance. Et ces vœux ont été formulés auprès du Premier ministre. Nous pensons que la prochaine édition sera encore plus meilleure que ce que vous avez vécu ces 3 derniers jours. Voilà, c'est aussi la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.